La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonjour Valentine. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Merci. Donc c'est avec plaisir que je te reçois et j'ai vraiment hâte que tu nous racontes, parce qu'on est dans ton atelier et on sent qu'il y a une belle histoire derrière tout ça. Donc j'ai hâte que tu nous racontes tout. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Je m'appelle Valentine Avaux, j'ai 40 ans, je suis bruxelloise, d'origine ivoirienne et je suis créatrice de robes de mariée. Magnifique. Tu vois, là déjà, tu as la teasing créatrice de robe de mariée. Avant qu'on aille un peu plus loin sur ta personne, est-ce que tu peux nous dire si tu connaissais déjà le terme afropéenne avant que je te contacte ? Ah oui. Oui, et tu le connaissais comment ? Mais je pense que j'en ai entendu parler, même lors de salons avec des artisans et dans des magazines pour différentes occasions. Ouais. Ok. Et est-ce que tu te sens concernée ? Est-ce que c'est une case qui te convient ou tu as plutôt tendance à pas te mettre dans une case en tant que groupe ? On va dire que j'ai peut-être pas trop tendance à me mettre dans une case, mais le terme me correspond aussi. Mais c'est vrai que je ne pense pas trop à te définir. À me définir parce que mes parents sont de Côte d'Ivoire, mais je suis née en Belgique et j'ai habité pendant 6 ans à Londres, 2 ans en Italie, en France aussi. Et donc j'ai vraiment un mix. Donc en plus de ma culture africaine, de mes origines africaines, du fait d'être belge, même les endroits où j'ai habité m'ont influencé. Donc je me sens vraiment comme un vrai mix de plein d'inspirations. Citoyenne du monde. Voilà. Ok, c'est parfait. Bon, donc du coup, revenons à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on devient créatrice de robes de mariée ? Donc ça, je demande toujours, si possible, que les gens m'expliquent vraiment depuis le début, leur enfance, comment on grandit, quel choix d'études on fait. Okay. Et finalement, quel choix de métier Ok. Mais on va dire que pour la création de robes de mariée, comme pas mal d'ailleurs de créatrices, ça arrive un petit peu par hasard. Ah oui ? Le choix des robes de mariée. Oui. Parce que le fait de vouloir travailler dans la mode, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Oui. Depuis toute petite, j'adorais me déguiser avec des vêtements. J'utilisais même les sacs de laisse que je découpais pour faire des habits et je faisais des petits défilés et tout. Et j'ai une petite machine à coudre. Bon, je faisais rien de bien exceptionnel, mais j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé un petit peu bricoler, un petit peu dessiner, mais aussi la photo. Enfin, j'ai toujours été un petit peu artiste, on va dire. Et donc petit à petit, en regardant des défilés à la télévision, je pense que les premiers créateurs qui m'ont vraiment qui m'ont un petit peu inspirée, c'était Jean-Paul Gaultier et Christian Lacroix. Je me souviens d'avoir regardé des défilés ou d'avoir vu des reportages et des livres. Et voilà, c'est eux qui m'ont familiarisée avec le métier, on va dire. Et par contre, comme mon beau-père est économiste et ma mère est comptable, était comptable. C'est pas des artistes. Je me suis toujours dit, on va choisir quand même des études un peu sérieuses. Ouais. Donc je me suis dirigée vers, j'ai fait sciences commerciales à l'ICHEC, mais j'ai fait 1 an que j'ai pas terminé. Et en fait là, je me suis rendu compte que c'était pas moi. Et donc j'ai cherché des études de stylisme et j'ai trouvé des études, une école à Londres pour faire le stylisme et le modélisme. Et donc, je pense vers 19 ans, je suis partie à Londres pour faire ça. Ouais. En fait, je pense que j'ai eu mon diplôme de secondaire vers 18 ans, 1 année de sciences commerciales, et puis hop, je suis partie.
Donc, c'est bien. Ouais, donc c'était assez tôt. Mais comment la famille prend ça? Enfin, les parents très cartésiens. Ma mère, elle était, même si elle était quand même dans les chiffres et tout, elle a toujours vu mon côté artistique. Et j'avais un oncle, parce que maintenant il est décédé en Côte d'Ivoire, qui était styliste. Okay. Ma mère a toujours aimé la mode, bien s'habiller, bien se maquiller, etc. Et des parents étrangères. Voilà. Et alors par contre mon beau-père, qui est en fait comme mon père parce qu'ils sont ensemble depuis que j'ai plus ou moins 2-3 ans, lui il était il voyait aussi mon côté artistique, mais il avait peut-être un peu plus besoin d'être convaincu. Donc en fait c'était bien parce que j'ai dû quand même rechercher l'école. J'avais été visiter l'école toute seule avec mon petit copain de l'époque, donc j'avais fait un petit week-end à Londres pour voir l'école, revenir avec les documents, les informations et présenter un peu le dossier à mes parents pour dire voilà ce que je voudrais faire. défendre ma cause. Et alors, en fait, ils ont été convaincus parce que je pense que ça correspondait aussi à mon type de caractère, quoi. J'ai toujours eu des idées. Alors, j'aurais pu faire autre chose, hein. J'avais aussi pensé un moment à faire quelque chose dans le marketing communication. Oui, toujours quelque chose de plus cartésien quand même. Oui, mais toujours dans la création, mais voilà. Mais bon, la couture, j'aimais bien ce monde-là. Et donc, oui, mon idée, c'était de travailler dans la haute couture, d'avoir ma marque de haute couture. Okay. Donc, j'ai fait mes études, ça s'est très bien passé. J'ai fait un stage pour Alexander McQueen qui m'a vraiment hyper fort inspirée. J'étais assez contente de faire mon stage là-bas. Et ça m'avait énormément inspirée. Et ça, c'est dans quelle ville du coup? À Londres. Toujours à Londres. Ouais. Ce stage était vraiment chouette. Je m'étais super bien entendue avec la chef d'atelier avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et en fait, j'ai découvert vraiment ce monde un peu plus haute couture, avec des belles matières, des plumes, des jolis tissus, le fait de prendre beaucoup de temps pour travailler. Et puis Alexander McQueen, il avait une créativité sans limite. Donc il partait d'une idée, puis il inventait ses propres thèmes, il mélangeait plusieurs thèmes, plusieurs inspirations ensemble. Et je trouvais que c'était hyper inspirant en fait. Et donc voilà, à ce moment-là, je voulais toujours pas faire spécialement des robes de mariée. Puis j'ai travaillé pour une créatrice qui faisait un peu des robes de soirée, cérémonie. Après, j'ai déménagé à Paris. J'ai fait un stage chez Alexis Mabi qui faisait un peu de la haute couture. Et alors là, j'ai retravaillé pour Alexander McQueen, mais là, c'était un emploi sur une certaine durée pour la préparation du défilé qui faisait à Paris. Et là, c'est à Paris? Oui, c'est à Paris. Et quand tu es à Paris ou à Londres, est-ce qu'il est là avec vous dans l'atelier? Oui, il était là. Après, c'était quelqu'un de très humble et même, je ne veux pas dire discret, mais voilà, accessible. Il était là. Non, il n'était pas accessible. Non, il n'était pas accessible, mais il était très normal. Enfin, c'était pas quelqu'un qui parlait fort, qui faisait du bruit. Il s'habillait pas spéciellement comme les fashionistas. Enfin, il venait avec un vieux jeans, un t-shirt. Ouais, ça qu'on n'imagine pas du tout. Et c'était quelqu'un de très simple. Après, il n'était pas accessible, mais je pense pas que c'était lui qui ne voulait pas être accessible. C'était plus l'entourage qui le rendait inaccessible. Ok. Un peu qu'il traitait un peu comme c'est la star et tout. Mais voilà, moi je lui ai parlé quelques fois, mais vraiment des trucs basiques, quoi. Je sais plus, je devais lui apporter des trucs et puis voilà. Mais oui, il était ni méchant ni très gentil, mais il était juste normal, quoi. Et tu le croiserais dans la rue sans savoir qui c'est, tu ne dirais jamais que c'est un grand créateur qui côtoie les stars. Oui, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à imaginer des gens très dans l'excès, autant dans la tenue que dans la façon de s'exprimer. Non, lui pas du tout. C'est le contraire de Karl Lagerfeld, par exemple, qui était vraiment une star à part entière, avec un look et tout ça. Non, lui vraiment un type que tu aurais dit, un type lambda, quoi. Donc oui, effectivement, il était là. C'est quelqu'un qui était vraiment passionné par son métier, par la mode, par la création, et qui avait aussi beaucoup de qualités dans le sens qu'il savait coudre, il savait faire des patrons. C'était pas juste, on va dire, un dessinateur
bon, ils étaient très bien structurés. Ils étaient très bien structurés. Mais on a compris l'idée. Ouais, et ouais, c'était poussé, c'était bien imaginé. Quoi. Donc voilà, donc j'ai travaillé sur son... Quand je faisais un stage, j'ai travaillé sur un de ses défilés. Et donc là, j'étais employée pour son dernier défilé qu'il a fait quand il était en vie, en fait. C'était celui avec les chaussures un peu spéciales. Ah oui, je connais en général qui c'est, mais je pourrais pas... Ah ouais, voilà. Mais il avait fait des chaussures hyper spéciales, un peu comme des reptiles. Et puis c'était Lady Gaga qui avait lancé sa nouvelle chanson pour le défilé. Donc c'est la première de la chanson. Et le défilé, c'était un des premiers défilés qui était en même temps live sur Internet. Ok, non, donc voilà, mais ouais, c'était le dernier défilé qu'il a fait, quoi. Parce qu'après, il s'est malheureusement suicidé, donc... Ouais, voilà. Ça, c'est pour plomber l'ambiance. Oui, mais c'est réussi. Voilà. Non, mais voilà. Que, oui, tu as eu l'occasion et la chance de travailler avec un génie. Oui. C'est pas grave. Ouais, non, franchement, c'était super chouette. Je vérifie juste. Oh non, ça va. Ouais, non, franchement, c'était super intéressant. Et c'est vrai que quand il est parti, ça m'a aussi attristée. Mais après, ça m'étonne pas parce que les rythmes, quand on a ce genre de boîte, sont. C'est vrai, c'est la folie. Ben, en fait, à partir du moment où on aime bien la mode, voilà, on veut créer des choses. Et puis, pour être rentable, il faut créer plus de produits. C'est ça. Il avait femmes, puis il avait hommes, puis il avait des accessoires, enfin les sacs, les chaussures. C'est usant. Et puis après, tu as plus de collections. Et en fait. La créativité, c'est quelque chose que tu ne sais pas faire sur demande et créer tous les X mois quelque chose, ça doit toujours être grandiose. Et puis si ce n'est pas grandiose, bah, peut-être que les actionnaires vont dire ça c'est pas bien vendu, il faut faire plus comme ci, plus comme ça. Donc, créativité et rentabilité, c'est compliqué oui. en fait à associer. Surtout que lui, il avait toujours des concepts de fou, donc c'était pas toujours fait pour que ce soit rentable en fait. D'ailleurs, les pièces de ces défilés ne se retrouvaient pas dans la boutique. Quand on est dans la boutique, c'était beaucoup plus, on va dire, portable, c'était moins wow que les pièces de ces défilés. Donc voilà, mais je sais plus pourquoi on en est arrivé là. Mais tu me racontais ton parcours voilà. de Londres, Paris. Voilà, donc j'ai fait ça et j'étais toujours à Paris. Et alors là, il y a une copine d'une amie à moi qui m'a demandé de faire sa robe. Et donc, je me suis dit, ok, sa robe de mariée. Je me suis dit, ok, bon, j'ai jamais fait ça, mais on va essayer. Et puis, elle voulait vraiment faire un truc un peu, extravagant, on va dire, pour l'époque et pour la situation. Et chez Alexander McQueen, j'avais un peu eu l'occasion de voir le travail des plumes et des choses comme ça. Et on avait parlé de ça avec cette fille. Et donc, on était parti finalement sur une robe en plumes. Et c'était super chouette à faire. Bon, moi, j'habitais dans une petite chambre de 9 mètres carrés. Et donc, j'avais fait toute sa robe. Paris, dans cette petite, Paris. Au je ne sais plus quel étage, sans ascenseur. C'est dingue cette ville, voilà. Franchement. Et donc, j'avais fait toute sa robe de mariée dans ma toute petite chambre. Enfin voilà, non, c'était super chouette. Ouais. J'avais adoré, en plus elle m'avait invitée à son mariage et c'était trop cool de voir en fait sa création. De voir la création portée. Je pense que c'était une des premières fois où je voyais vraiment. Oui, parce que les autres fois quand je faisais des vêtements, c'était plus pour moi. C'est vrai qu'il y avait le défilé de l'école, mais c'est pas la même chose que. Voilà. Et non, franchement, j'étais trop fière et en même temps c'était émouvant. Et donc je me suis dit, mais c'est chouette. Et puis après, il y a une autre copine qui m'a demandé. Et encore une autre copine, et donc petit à petit je me suis dit tiens, ça peut vraiment être un chouette créneau, et en plus tu peux t'amuser comme avec la haute couture, dans le sens que tu peux prendre des belles matières, tu peux prendre le temps de faire des chouettes choses, parce qu'il y a quand même un budget, donc tu peux te permettre de proposer des trucs un petit peu plus fous aux personnes. Donc je me suis dit que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc ça c'était Paris. Bon, après je suis revenue à Bruxelles quelques temps. Et puis après, j'ai rencontré mon copain à New York qui est italien. Et donc, j'ai été habiter en Italie pendant 2 ans à Milan. Et là, j'ai travaillé pour une autre boîte, un styliste. Mais je continuais de faire encore des robes. Oui, quand même. Là, j'ai fait aussi une petite parenthèse photo. Parce que comme la photo, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, que j'ai toujours adoré faire. Comme
comme au début je parlais pas italien et qu'en Italie il faut vraiment parler italien si on veut trouver du boulot, à part si on travaille pour des institutions internationales. Mais si on veut travailler avec les gens, il y a beaucoup de gens qui parlent pas anglais. Et dans les ateliers, bon à savoir. Voilà. Voilà. Et surtout dans les ateliers, tu travailles avec enfin, que ce soit chez McQueen ou dans d'autres ateliers, il y a quand même beaucoup de femmes qui vont avoir plus de 50 ans, celles qui sont vraiment les plus qualifiées en général. Et bon, sont pas toujours des gens qui parlent plusieurs langues. Oui, c'est ça. C'est la langue du quotidien. Voilà, et c'est eux qui vont donner les instructions, tout ça, donc c'était important que j'apprenne l'italien. Finalement, j'ai trouvé un boulot chez un styliste qui lui était d'origine mexicaine et donc il parlait aussi un peu anglais, mais enfin, on arrivait à se comprendre. Et oui, et avant de trouver ce boulot, donc j'avais fait, comme je faisais de la photo, je commençais à faire, j'avais un blog aussi, et je faisais de la photo en fait, des photos pour les défilés, enfin à la sortie des défilés. C'est toi qui fais les photos là? Non, ça c'est pas moi. Ma première collection, c'est moi qui ai fait les photos, mais elles sont pas sur le livre. Mais je faisais plein de photos à la sortie des défilés, mais parfois de célébrités. J'ai fait des photos. Enfin, quand je dis j'ai fait des photos de, par exemple, Kate Moss, c'est pas Kate Moss n'a pas posé pour moi, mais elle sortait des défilés, alors je faisais ces photos. Ouais, ça j'ai vu que pendant les Fashion Week, voilà, chacun fait la plus belle photo qui va peut-être être achetée par un magazine. Voilà, mais oui, j'avais eu un magazine, je sais pas si c'était Vogue US ou je sais plus qui avait mis sur son site. Et effectivement, j'ai pris des photos de Laetitia Casta, Kate Moss, Solange Knowles et des d'autres personnes, plus plein on va dire, de personnes de la mode. Chiara Ferragni, je ne sais pas si tu vois. Chiara Ferragni, c'est une célébrité italienne, c'est une blogueuse italienne qui est devenue super connue. Enfin voilà, plein de gens qui à l'époque étaient connus mais pas hyper connus. Et maintenant il y en a qui sont devenus, il y en a qui ont changé de boulot et tout ça, mais donc oui, voilà, de plein de personnes. Et ça c'était sympa parce qu'en fait pendant les semaines de la mode, tout le monde s'habille un petit peu de façon un peu plus extravagante, et c'est aussi inspirant. Mais c'était pas mon monde. C'était un petit aparté oui, voilà, photo. Voilà, j'aime toujours bien la photo, mais c'est vrai que c'était pas mon monde, les Fashion Week et tout ça. Mais donc voilà. C'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance. C'est un autre rythme aussi. Ouais, c'est un autre rythme, c'était super chouette, mais il faut être hyper people, quoi. Moi, je suis pas très people. Enfin, j'aime bien les gens. En fait, j'aime beaucoup les gens que je connais. On va dire, j'aime bien. Je suis très mais pas sociale être en soirée. Mais je suis pas le genre en soirée qui va parler avec tout le monde, surtout si t'as pas de connexion avec ces personnes-là. Voilà. Donc voilà. Mais bon, c'était une chouette parenthèse et je pense que ça a aussi un peu nourri mon œil, que ce soit au niveau des tenues des personnes qu'au niveau artistique et au niveau photographie. Parce que, par exemple, la photographe avec laquelle je travaille maintenant pour mes photoshoots, on se comprend et je suis capable de donner les directives ou donner le mood que je voudrais. Et puis elle, son style me correspond aussi, elle comprend ce que je veux. Mais peut-être que si j'avais pas eu cet œil, j'aurais pas pu lui dire ce que je voudrais aussi, tu vois. Ou ça aurait été plus compliqué de communiquer, d'aboutir à un résultat. Ou on aurait eu un autre type de résultat, mais donc je pense que toutes les expériences qu'on fait, en fait, c'est des petites briques qui s'empilent pour nous former. Rien n'est à jeter, rien n'est à négliger. C'est ça. Et donc, je travaille pour ce créateur. Et puis après, on retourne habiter en Belgique avec mon copain. Et je me dis, vraiment, j'ai envie de faire cette marque, j'ai envie de me lancer. Et en Belgique, je travaille encore pour pour une boutique de robes de mariée dans les retouches, 2 boutiques j'ai fait, et aussi pour un créateur. Et parallèlement, je commence à monter petit à petit des idées de mon projet, à essayer de faire une première petite collection. Et voilà. Mais en fait, comme je disais, c'est un peu arrivé par hasard. C'était pas quelque chose où je m'étais dit toute petite, je veux faire des robes de mariée. C'est vraiment en faisant pour cette personne et puis en faisant pour d'autres et en me rendant compte que c'était chouette et que c'était assez proche de la haute couture que je me suis dit ça peut être une voie. Et tu as besoin aussi de moins de fonds pour commencer que par exemple si tu veux lancer une marque de prêt-à-porter, ça demande énormément d'argent, d'investissement au début, parce que tu dois faire une collection, puis aller faire les salons professionnels, tu dois peut-être avancer beaucoup d'argent pour fournir les boutiques. Il faut faire plusieurs tailles, c'est pas la même chose que les robes de mariée où on va dire tu investis dans une collection, des modèles que tu fais, et puis chaque fois qu'une cliente me commande une robe, en fait, elle me paye un acompte, donc avec son acompte, j'achète les tissus,
Et alors après, quand la robe est finie, elle me paye le solde. Donc pour commencer, c'était un business model assez pratique. Il n'y a que quelqu'un qui s'y connaît qui peut l'expliquer comme ça, parce qu'on n'imagine pas du tout. Enfin, moi, j'aurais pensé que c'était plus compliqué de faire créatrice de robes de mariée, parce que tu vois, ça me paraissait plus luxueux, plus démesuré, donc plus cher. Mais on pense pas à ce côté, en fait, c'est unique. Oui, c'est sur mesure, c'est sur demande, et donc ça facilite la tâche. Oui, et en plus, par exemple, dans le prêt-à-porter, à part s'il faut faire vraiment une grande collection, parfois tu vas chez des fournisseurs, chez des fabricants. Il faut aussi, tu fais par exemple le modèle en taille 38, donc c'est l'échantillon, mais après il faut le faire dans plein de tailles différentes, donc tu dois quand même payer une société qui va faire la gradation, ça veut dire transformer le patron dans toutes les tailles. Enfin, il y a plein de petites étapes en fait qui rajoutent au coût. Ouais. Voilà. Ok. Pour ceux qui veulent se lancer, préparez-vous. Ok. Et donc, quand tu... Mais en fait, j'avais 2-3 petites questions pour être sûr. Donc, à Londres, tu fais une école de stylisme, de couture. Enfin, comment s'appelle une école pour devenir styliste? Je sais pas. C'était London College of Fashion, donc le collège de la mode de Londres. Oui. Et dans cette école, il y a plein de cours qui sont vraiment tous liés à la mode. Donc c'est stylisme. Moi, j'ai fait stylisme modélisme, mais tu as aussi par exemple stylisme mode homme, stylisme les costumes. T'as les chaussures. Et il faut vraiment choisir sa filière. C'est pas qu'on peut prendre des cours à option dans un peu tout, non. En fait, il y a une première année qui est foundation, et là tu fais un petit peu de tout. Les bases, Et alors après, tu choisis le cours que tu vas faire après. Donc moi, j'ai fait l'année de foundation, et après j'ai fait le cours fashion design, pattern cutter. Mais si par exemple après foundation, je vais faire homme. Pendant la foundation, tu fais différents trucs, tu as des petits projets. Tu visites aussi l'école, tu peux voir ce que font les autres étudiants. Mais après, oui, tu dois choisir une filière. Et après le cours que j'ai fait de modélisme, stylisme, tu peux après faire un master ou alors après te déporter dans un autre cours plus long pour rajouter, pour faire autre chose, par exemple. Ok. Voilà, mais... Il y a différentes possibilités. C'est vraiment, tu vas jusqu'où toi tu estimes que tu as besoin d'aller. Voilà, c'est ça. Et si au bout de 2 ans, tu te dis, c'est bon, je me sens prêt, tu peux t'arrêter, sinon tu peux faire un master. En fait, tu as le diplôme que tu as au bout de 2 ans ou 3 ans en fonction du cours. Puis si tu veux, tu peux faire un master, ou si tu veux, tu peux rejoindre la dernière année d'un autre cours, mais ça c'est en fonction, il faut quand même soumettre un dossier. Okay. Donc tu peux pas juste te dire voilà, j'ai fini, maintenant je fais ça. Il y a un examen d'entrée pour chaque cours. D'accord. Et sont les écoles genre privées hors de prix comme à l'anglo-saxonne, ou bien c'est comme en Belgique, c'est pas possible parce que maintenant c'est devenu hors de prix. Genre aujourd'hui, je pense que j'aurais pas fait cette école. Oui. Quand je l'ai faite, c'était pas trop cher, c'était 1000 pounds, donc c'était plus ou moins 1000 euros par an. Oui, donc pour une école anglaise. Et en fait, pour moi, dès que tu sors du système français, belge, tout devient hors de prix. Français, écoute, moi j'ai quand à l'époque j'avais regardé pour S-Mode et une ou 2 autres écoles de mode, et on était à 6 000 euros, 6-7 000 euros l'année. Et donc je m'étais dit, en fait, il y a cette école à Londres qui a l'air très chouette, qui a un cours à 1 000 euros. Voilà, bon, le logement coûte cher, mais ça coûte très cher aussi à Paris, donc finalement ça se vaut. Et moi j'étais toujours attirée par le côté aussi anglo-saxon, j'aimais bien parler l'anglais. Donc j'aimais bien cette idée de pouvoir apprendre l'anglais en même temps, de l'apprendre, parce qu'en fait je pensais que je le connaissais, parce que tu penses que tu le connais à l'école, mais quand tu parles avec des anglais qui ne te comprennent pas, tu te rends compte qu'en fait tu dois tout réapprendre. Mais, et maintenant par contre je sais que les cours sont plus ou moins à 9 ou 15 000. Donc en fait moi j'ai fait les 2 premières années c'était 1000, et après ils ont sorti une sorte de loi qui disait que les écoles avaient le droit de demander plus, parce que moi c'était 1000 pour les étudiants anglais européens, et par contre les étrangers, donc tout le reste du monde, Asie, États-Unis, Afrique, tout ça, c'était je pense 6000. Et donc ils ont sorti une loi qui faisait que les écoles pouvaient demander jusqu'à 6000 pour tout le monde. Mais comme moi j'avais déjà commencé, heureusement je suis restée sur le premier barème. Et après ils ont continué d'augmenter en fait. Maintenant, je pense que le master, il est à 15 000. Ils ont suivi l'inflation. Voilà.
Et puis les différentes crises, et le Covid, Oui, voilà, tout est maintenant monté. c'est très très cher, le master à 15 000 euros, enfin 15 000 pounds. Donc ça va devenir du luxe d'être styliste. Ouais. En même temps, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal dans le sens qu'il y a tellement d'applications et on fait parfois miroiter à certains étudiants le fait qu'en faisant ces cours, ils vont devenir directeurs de chez Dior ou de je sais pas qui. Et en fait, il y en a peu qui vont réussir. Donc, mais par contre, je trouve que c'est pas une bonne idée de faire... de trier les gens par rapport aux finances, quoi. Parce qu'à ce prix-là, le talent n'est pas lié à combien d'argent faut payer. Ça c'est clair. Mais comme tu disais justement, et ça c'était lié à ma deuxième question, c'est tout le monde ne sera pas directeur de Vuitton, Dior et tout ça. Mais est-ce que sinon c'est facile de trouver du boulot quand tu es styliste? En général, je veux dire, pas forcément dans une grande maison, sans devenir styliste indépendant, je veux dire vraiment... Franchement, je pense pas que c'est facile. En plus, ça dépend de où tu vis. Parce que par exemple, en Belgique, il n'y a pas beaucoup de boulot de stylisme parce qu'il n'y a pas beaucoup de grandes boîtes. Oui. À Paris, tu en as beaucoup plus, mais tu as aussi beaucoup plus de demandes. Donc, c'est lié. Mais c'est vrai que si tu es bon... tu peux trouver plus facilement, que ce soit à Paris, à Londres, à New York ou dans les grandes villes, etc. Mais c'est pas un des boulots le plus facile. Je pense que par exemple, ton boulot, à partir du moment où tu as ton diplôme et que tu es bon, tu t'établis à ton compte, tu auras tout de suite des clients. Ah oui, ça c'est clair. Non, là, c'est quand même c'est une compétition, quoi. Il y a beaucoup de... Oui, parce que moi, évidemment, ça me tombe du ciel un diplôme de styliste. Je sais même pas où je suis censée postuler. Donc, parce qu'on se dit, c'est pas... Peut-être des gens qui sont dans le domaine depuis longtemps se rendent compte, ah oui, là, dans telle rue, il y a tel magasin, je peux postuler là. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, moi j'ai un enfant qui peut faire du stylisme, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? La cambre, ça me vient comme ça vite fait à l'idée. Mais ensuite, j'ai aucune idée... Alors que pour d'autres métiers, tu veux faire ingénieur, va à l'ECAM, ingénieur commercial, va à Solvay, postule dans les Big Four, tu vois. Monsieur, madame, tout le monde, c'est à peu près ce qu'il faut faire pour la plupart des métiers. Ici, je me dis, on est vraiment... Oui, pour le stylisme, en fait, à partir du moment où tu as un intérêt pour la mode, après tu sais un peu où postuler, quoi. Il faut chercher les boîtes qui créent... par contre, il faut trouver aussi où il y a un département. Parce que moi, c'est styliste et modéliste. Donc, moi, je pouvais chercher dans le stylisme ou dans l'atelier. Et finalement, j'ai à chaque fois plus cherché dans les ateliers parce que je trouvais que c'est là que tu apprenais. C'était chouette. J'aime bien utiliser les machines à coudre à la main, tout ça. Mais oui, il faut trouver des boîtes qui ont un département, qui vont pouvoir justement accueillir les personnes qui postulent et où tu vas pouvoir apprendre aussi. Donc il faut, moi je conseille souvent à mes stagiaires, ceux qui viennent, de postuler dans une grande boîte et dans une petite boîte, parce que dans les petites boîtes, en général, tu vois tout ce qui se passe, tu apprends beaucoup. Puis dans les grandes boîtes, en fonction, soit on va te mettre soit tu vas être dans un chouette poste et tu vas faire plein de choses, mais soit tu vas peut-être juste apporter le café, faire des photocopies et tout ça, mais au moins tu auras le nom sur ton CV. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut combiner avec aussi une petite boîte où tu vas apprendre plus, tu peux poser des questions aux créateurs. Par exemple, les stagiaires qui viennent ici, elles me posent souvent des questions. Elles voient tout ce qui se passe, elles voient comment se passe un rendez-vous, elles voient comment on fait un modèle. Moi, chez Alexandra McQueen, j'allais pas lui poser des questions. Alors, comment viennent tes inspirations et tout. Donc voilà, par contre, ce qu'il faut faire quand on va dans... Mais ça, je pense que peu importe le boulot, c'est que j'étais devenue quand même assez proche de ma chef d'atelier. Et alors, si tu arrives à devenir amie ou proche des personnes qui sont au-dessus de toi et qui ont plus d'expérience, tu vas apprendre énormément d'eux aussi. Donc, merveilleux conseil. Mais sinon, donc tu étais arrivée en Belgique. Ah oui. Et tu commençais tout doucement ta boîte. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Mais je travaille pour une boutique. Enfin non, en fait, je fais des modèles, j'ai des inspirations, je fais des modèles dans mon appart. Après, je les prends en photo, je les mets sur mon site.
Et alors, j'essaie, oui, de dire que je fais des robes de mariée, puis sur Facebook, etc. Je participe à des salons du mariage en Belgique pour montrer un petit peu mon travail. Au début, je reçois les gens chez moi. Et donc, voilà, les clientes, elles viennent à la maison. Ben, c'est tout sympa. Et elles choisissent leur robe, et puis je fais ça sur mesure. Et parallèlement, je travaillais aussi pour un atelier, enfin une boutique de robes de mariée. Donc là, je faisais des retouches. Donc ça, c'était chouette parce que ça me permettait de justement aller regarder à l'intérieur des robes de la compétition, entre guillemets, de voir comment c'était fait, de voir ce que j'aimais bien, ce que je trouvais moins bien fait, de voir comment ça tombait sur les clientes qui achetaient dans cette boutique. Et là, c'était aussi une boutique de créateurs, parce que je sais pas, ça existe des robes de mariée en comment dire ça, en série? Oui, alors là, c'était des robes de créateurs. Oui. Donc, c'était des créatrices qui étaient principalement en France, mais aussi en Angleterre, qui font leur collection. Et alors après, chaque modèle va être produit parfois c'est sur commande. Donc, quand une boutique, je sais pas, à New York dit voilà, j'ai reçu une commande pour tel modèle, ben, ils vont commander la taille la plus proche de la taille de la personne. Donc, par exemple, ils vont prendre ses mensurations et prendre la mesure la plus large et commander dans cette taille-là. Et donc, la robe va être commandée dans cette taille. Et puis, quand elle arrive à la boutique, ils vont faire les ajustements. Sinon, après, tu as vraiment la plus grande distribution, style Pronovias, où là, ils vont faire chaque modèle en différents exemplaires, en différentes tailles. Et puis après, tu as le sur-mesure où c'est vraiment la cliente commande et tu fais le patron à ses mesures. Et donc, c'est fait vraiment sur mesure. C'est pas juste que tu fais un 40 et puis tu le mets à sa taille. D'accord. Ok, voilà. Ça va. Je vois mieux. Et donc, quand tu analyses les robes et tu te dis, ça va, je suis pas trop mal. Ça va, oui. Ben, en fait, je pense que j'ai eu beaucoup d'inspiration aussi, le fait d'avoir vécu, comme je disais, à Londres, à Milan, à Paris. Oui, d'avoir vu tout ce qu'il y a. Voilà, mes inspirations sont assez variées et aussi les thèmes qui m'ont toujours inspirée, même quand j'étudiais, la mode un petit peu entre les années 20 et les années 40, le style un petit peu vintage, le style un peu de Old Hollywood, comme on dit. Et ça, c'est un thème qui m'inspire toujours et qui se retrouve un peu dans mes créations. Et donc, en fait, c'était chouette parce que quand j'ai fait ma première collection, mon style était quand même un peu différent de ce qu'on trouvait à l'époque. Et donc, ça parlait quand même à quelques personnes. Et encore aujourd'hui, justement, hier, il y avait une mariée qui me disait j'aime vraiment bien votre style parce que c'est différent. C'est pas ce qu'on voit quand on regarde des robes de mariée, etc. Donc, voilà. Ça attire l'œil tout de suite. Ah oui, chouette. Et donc maintenant, ça fait combien de temps du coup que tu es officiellement installée, que tu existes en tant qu'entreprise officiellement? Ça fait 6 ans. Ouais. Ah ouais, quand même déjà. Ouais. En fait, j'ai fait ma première collection en 2015, mais c'était de chez moi. J'ai bossé et puis après j'ai eu ma fille en 2016. Donc là ça a un petit peu ralenti, donc je prenais quelques clientes mais j'avais pas le même rythme. Et puis alors après ça a bien repris et puis après il y a eu le Covid. Donc même si ça fait 6 ans, j'ai l'impression que ça fait un petit peu moins longtemps que je suis vraiment à plein temps, quoi, parce qu'entre temps il y avait ma fille. Oui, parce que maintenant tu fais plus que ça te voilà. occupe à temps plein. Au tout début, quand j'ai commencé en 2015, je travaillais encore pour l'autre boutique. Et voilà. Mais c'est bien, c'est que ça marche. Ouais, mine de rien, malgré Covid et qu'on sort. Ouais. Ok. Et comment, justement, on disait tout à l'heure, comment est-ce que tu vois l'avenir de ton entreprise? Et tu sais, j'oublie toujours cette question, mais on est évidemment sur le podcast Afropéenne. Donc, il s'agit de femmes européennes, mais qui ont la particularité d'avoir une ascendance africaine, afrodescendante. Je laisse les gens choisir leurs termes. Et je demande toujours aux invités, est-ce que être une femme noire, donc vraiment dans les deux situations, c'est quelque chose qui a joué dans le parcours, en bien, en mal, pas du tout, ça n'a jamais été un sujet. Donc, je suis toujours curieuse de savoir. Mais ça a clairement joué.
Ça a clairement joué, parfois en bien et parfois en mal. Je pense qu'il y a parfois des clientes qui vont se reconnaître en moi. J'ai des clientes qui sont aussi d'origine africaine, ou qu'elles soient nées en Belgique ou pas. Après, j'ai des clientes qui n'ont aucune origine africaine, mais qui aiment bien le fait d'avoir une créatrice qui soit d'origine africaine, ou qui a beaucoup voyagé aussi. Parce que moi, j'ai quand même, je trouve ça chouette, j'ai des clientes qui ne sont pas africaines, mais qui vont me dire, en fait, je voulais venir chez vous parce que je voulais une créatrice belge. donc c'est chouette aussi, le côté que on m'identifie comme une créatrice reconnue en Belgique. Et par exemple, quand ils font des listes dans des magazines des créatrices de robes de mariée belges, je vais être dans la liste. Après, j'imagine que il y a certaines personnes qui vont pas venir chez moi pour cette raison-ci aussi. Après, j'ai pas eu vraiment, j'ai une ou deux fois des remarques un petit peu, on va dire, déplacées de certaines clientes, mais sinon c'est vraiment très peu. Et là où ça a aussi joué très positivement, c'était avec un événement triste qui était la mort de George Floyd. Mais suite à cet événement, beaucoup de magazines américains et même un peu partout dans le monde ont voulu recenser un peu mieux les créateurs d'origine africaine. Et donc j'ai eu, suite à ça, pas mal de couverture presse en fait aux États-Unis, dans plein de magazines en Angleterre et après dans le monde. J'avais déjà eu des couvertures presse, on va dire un peu dans plusieurs pays au niveau mondial, mais pas avec cette échelle-là. Là, c'était vraiment, je pense que j'ai eu une quinzaine sûre, et c'est peut-être une vingtaine, j'ai pas les comptes, mais d'articles dans des magazines américains et anglais. Et souvent, c'était dans des listings les meilleures créatrices ou créateurs d'origine africaine, et parfois c'était juste les meilleurs créateurs de robes de mariée. Et donc ça, c'était chouette aussi, parce que en fait, ça faisait un peu rayonner le nom. Et ça m'a permis d'avoir des clientes aussi des États-Unis qui commandent en ligne. En ligne, on se fixe un rendez-vous Zoom, on se parle, et puis après, je leur envoie une fiche pour noter leurs mesures, et puis après, elles commandent le modèle, et je leur envoie par la poste. Et en fait, ça, c'était super chouette. Et alors, c'est trop bien. En plus, c'était même pas des clientes d'origine afro-américaine, hein. C'est un mix, mais ouais. Mais c'est chouette parce que ça montre qu'il n'y a pas de frontières. C'est plutôt rassurant. C'est cool, c'est cool. Ok. Et donc, du coup, tu as quasi répondu. Je disais comment tu vois l'avenir, mais je pense qu'ici, ton avis s'internationalise. Ouais, j'ai envie de vendre encore plus à l'international. Je trouve ça très chouette. En plus, comme mon style est différent, je sais que pour certaines clientes, parfois c'est un peu trop différent, parce que parfois en Belgique les gens ils aiment bien parfois les modèles un peu plus classiques. Et donc moi la grande base de mes clients sont des expats, des étrangers. Il y a aussi des Belges, mais c'est vraiment on va dire un tiers. Donc c'est pour ça que je sais que mon style plaît aussi un petit peu partout. Et que j'ai envie de pousser ça, tout en continuant d'accueillir la clientèle belge ou établie en Belgique. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à une jeune, à toi, quand tu as eu 19 ans et que tu t'es dit j'arrête t-shirt et je me lance? Je sais pas, est-ce que tu as un mantra ou simplement quel conseil tu donnerais à la jeune toi de l'époque? Je lui dirais aie confiance en tes intuitions, mets-toi à 100% dans ce que tu veux faire, mets de l'argent de côté, ne dépense pas tout en vêtements. Tu dépensais beaucoup en vêtements? Ouais, je dépensais. Quand j'étais à Londres, oui, parce qu'en fait, beaucoup non, mais je dépensais, je pense, comme les jeunes filles qui sont indépendantes, qui ont leur propre argent et qui habitent dans une ville où les vêtements sont juste dingues par rapport à ici. Donc, c'est clair, Londres, c'est un autre niveau. Ouais, non, et en plus, c'était à l'époque. Il y a la série Sex and the City qui était hyper à la mode, et donc la fille dont elle est super riche sans travailler. Elle écrit 2 articles par mois, et puis elle peut s'acheter plein de chaussures. Mais elle en a fait rêver les gens. Oui, et je pense que ça faisait rêver, que c'était
ça faisait un petit peu rêver et tout. Et donc, c'est bien de se dire, il faut quand même... Bon, après, je ne dis pas que j'ai dépensé tout mon argent, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais peut-être mis un peu plus de côté pour mes projets. Oui. Ce que je trouve bien aujourd'hui pour les jeunes, c'est qu'ils ont accès quand même à énormément de contenu sur les réseaux sociaux pour comment entreprendre, comment épargner, comment investir. Juste. Et c'est vrai que... L'info, elle est là. Voilà, quand moi j'étais jeune, ça fait la vieille dame, à mon époque. Donc quand moi j'étais jeune, à part si tes parents t'apprenaient ce genre de choses, en fait, il y avait certaines choses où tu n'étais même pas au courant de comment ça se faisait. Et il n'y avait pas spécialement, enfin tu savais même pas qu'il y avait des livres sur le sujet. Pourtant j'ai toujours été quelqu'un de très curieux, j'adorais faire des recherches et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait certains sujets en fait qui ne te sautaient juste pas aux yeux, tandis que maintenant que tu fais un tour sur Instagram ou sur YouTube, tu vas avoir des vidéos sur self-care, des investissements, sur plein de trucs. Ça n'arrête pas. Et c'est vrai que c'est super bien pour les jeunes d'aujourd'hui de pouvoir s'instruire sur plein de sujets. Oui, il ne faut pas aller que sur TikTok. Ah non, en tout cas, pas que pour... Non, mais moi je l'avais installé puis je l'ai effacé. C'est vrai, j'ai jamais été jusque-là, mais... Tu l'as Non, j'utilise très peu les réseaux sociaux, mais vraiment, vraiment très peu. Je suis pas fan, c'est pas le mot juste, parce que je trouve que les réseaux sociaux ont rendu l'information... Le fait qu'on devienne chacun maître de l'information, je trouve que c'est un pouvoir incroyable, qui n'est pas toujours utilisé à bon escient, mais un pouvoir incroyable. Le fait que quelques-uns détiennent l'information pendant très longtemps a un peu biaisé le jeu. Ouais. Et là, les cartes sont redistribuées, et pour ça, les réseaux sociaux, c'est un outil formidable. Mais les travers sont catastrophiques. Vraiment catastrophiques. Et donc, c'est pas que je boycotte, mais je les utilise très peu. Voilà. Mais sinon, je suis quand même fan. TikTok, je trouve ça, TikTok, Snapchat, l'instantané, je trouve que c'est vraiment le travers le plus horrible des réseaux sociaux. Par contre, YouTube, là, j'adore. On peut avoir pendant une demi-heure, une heure, un vrai contenu. Là, je suis fan. Donc, les deux extrêmes, c'est vraiment TikTok, Snap et YouTube. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais installé TikTok parce que moi, les réseaux sociaux, je les utilise à la base plus pour mon boulot parce qu'il faut être dessus. Et à un moment, tout le monde disait il faut être sur TikTok. Et donc, je me suis dit, bon, je vais me mettre dessus. J'ai mis 2-3 vidéos. Et en fait, quand je regardais TikTok, bon, je n'ai pas regardé longtemps, mais en fait, je trouvais le côté où en fait, on te met un contenu dont tu n'as pas spécialement besoin, et en fait tu regardes une vidéo, puis après tu scrolles, tu vois une autre, et en fait c'est tous des trucs quand à la fin tu fermes, tu te dis bon, est-ce que ça a été vraiment utile? En fait non. Et donc ce côté où moi je vois des jeunes 12 ans ou même moins qui regardent ça, et en fait ils regardent un truc, puis ils regardent un autre truc, et en fait tu te dis ils sont juste gavés de... Un peu comme les oies, quoi. Oui, c'est la nouvelle drogue, je trouve, la nouvelle drogue. Par contre, ce que une de mes patientes me disait, une ado, elle me disait TikTok, c'est le nouveau Google. Je me suis dit, comment ça, le nouveau Google? Je vois pas de rapport entre TikTok et Google. Et elle m'expliquait qu'en fait, TikTok, c'est... par exemple, moi, je cherche un resto ou un hôtel, je googlise d'office, et ces jeunes-là, ils vont sur TikTok. Ah ouais, d'accord. Et donc, ils cherchent le resto, les commentaires, les avis sur TikTok. Ah, TikTok, c'est le nouveau Google. C'est intéressant. C'est là que tu te sens. Oui, voilà, c'est ça. C'est là que tu sens la déconnexion avec ça. La prochaine génération. Mais bon, c'est la réalité. Non, mais clairement. Moi, je fais ça sur Instagram. Parfois, je vais chercher des restos où je sauve les restos que je vois sur des posts et tout. Mais je n'avais pas pensé sur TikTok. Mais bon, il faut vivre avec son temps, mais en même temps, il faut laisser aussi aux ça va, gens j'assume. Oui, moi aussi, on ne sait pas être partout, et puis ça demande beaucoup de temps, les réseaux. Donc si tu es sur TikTok, Instagram, Facebook, tous les autres, tu ne vis plus en fait. Non, je pense pas. Et c'est un côté un peu addictif. Instagram, c'est pour ça que j'ai quitté, parce que au bout d'une demi-heure, tu te réveilles, tu te dis, mais en fait, je n'avais pas prévu de passer une demi-heure, c'est juste que ça s'enchaîne. Et ce côté addictif aussi, c'est un truc qui me dérange. Donc Instagram, génial, mais j'ai coupé parce que j'arrive pas à doser. Mais maintenant, tu as les petits rappels, tu peux demander à ce qu'ils te fassent un petit rappel. Tu choisis 10 minutes. Moi, je fais ça maintenant. Ah ok, je connaissais pas. Mais je mets 10 minutes et comme ça, si tu regardes quelque chose, il te met un petit rappel et tu sais que tu as fait 10 minutes. Et alors à toi, tu décides si tu continues ou t'arrêtes. Mais au moins, tu es un peu plus consciente du temps que tu passes.
Tu vois, c'est quand même grave d'en arriver à ça. Ouais, non, c'est clair. Que même l'appli se sent obligée de dire aux gens. Oui, voilà, de dire aux gens attention. C'est pour dire à quel point. Ouais. Mais sinon, rien contre les réseaux, on adore. Mais merci beaucoup pour le temps que tu as consacré au podcast. Ben, merci pour les infos. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part que agrandisse, que tu ouvres des boutiques partout. Voilà, une super saison 2023-2024. Ouais. J'ai pas envie d'ouvrir des boutiques partout, mais d'être vendu dans une ou deux boutiques à l'étranger, Ouais, ça clairement. Cool. Et faire des défilés, à moins que tu en fasses déjà. Non, j'ai déjà fait des défilés en faisant partie de certains festivals ou des choses. Après, c'est pas une fin en soi. Ok. C'est chouette, mais oui, faire un défilé à l'échelle de Chanel ou quoi, c'est quelque chose. Bon, après, ça des budgets à des millions. Oui, mais à mon échelle, c'est pas spécialement une fin en soi. Je préférerais participer, par exemple, à un salon du mariage à New York ou quelque chose comme ça. J'en avais fait un à Londres il y a quelques années, ça c'était intéressant. Mais pouvoir être vendu dans une ou deux boutiques aux États-Unis, ça serait un peu plus mon rêve. Ouais. Et j'avais l'occasion aussi de participer à 2 films américains. Donc j'ai fait une robe à chaque fois pour un film, donc 2 films au total. Et continuer de faire ça, je trouve ça super chouette. C'est super classe. On connaît le titre du film. Il y en a un, c'est I Want You Back, et c'est un film qui est sur Amazon. Ok. Et l'autre, c'est Daughter of the Bride. Et ça va sortir sur Amazon. C'est déjà sorti aux États-Unis dans les cinémas, mais c'est pas encore accessible en Europe. Celle où on voit vraiment, celle où franchement où j'ai adoré, c'est le rendu, c'était I Want You Back. Et c'était trop chouette parce que j'avais reçu un mail de la styliste. Et je me souviens, j'ouvrais mon téléphone et je vois Amazon quelque chose et je me dis bon, ça doit être encore une pub d'Amazon. Et en fait c'est non, je suis styliste pour un film produit par Amazon et j'aimerais bien avoir une de votre robe, etc. Et en fait j'étais genre ouais, c'est dingue et tout. Et la fille qui porte la robe est trop canon. Donc, elle se marie avec le fils de Clint Eastwood. Dans le film. Hein. Oui, son fils est acteur, je savais pas. Ouais, si je me trompe pas. Ah, ok. Ouais. Non, mais. Bon, c'est peut-être je me trompe, pardonnez-moi les éditeurs, mais normalement c'est le fils de Clint Eastwood. Oh, trop bien. Donc. trop bien. Non, mais c'était trop chouette. Ouais, oui, quelle reconnaissance. Ouais. Trop bien. Bah écoute, on t'en souhaite alors plein d'autres, des films, des boutiques et des défilés. Et et franchement, merci beaucoup pour. Je sais que tu es débordée, que tu as quand même pris le temps. Et ça fera plaisir aux auditrices, auditeurs. Bon, je suis contente qu'on ait réussi à mettre ça en place. C'était pas évident, mais on l'a fait. Yes. Ouais. Allez, passe une bonne journée et bonne conciliation. Merci. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!